À ce micro, nous avons déjà parlé de Java, de Scrum ou même d'ADA, des sujets déjà bien connus de tous ou qui, en tout cas, existent depuis un bon moment. J'ai essayé à chaque fois de vous faire découvrir des choses. Cette fois, on va parler d'une plateforme que vous connaissez forcément pas encore, mais qui traite d'un sujet qui nous concerne tous. Comment progresser? Mais alors, comment progresser en tant que dev? Faut-il passer son temps à se former? Et surtout, quand en saurais-je enfin suffisamment? Pour répondre à ces questions de temps, je ne reçois pas Tarzan, mais il s'y connaît en lien. Louis, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Louis, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors Louis, j'ai découvert le code très jeune, quand j'avais une dizaine d'années. J'ai créé plusieurs entreprises, dont la dernière en date, Jungle Programme. Donc chez Jungle, qu'est-ce qu'on fait? On aide les développeurs à se former tout au long de leur carrière par différents moyens, mais principalement en les connectant entre eux pour résoudre des challenges techniques. Alors du coup, avant de creuser du coup tous ces sujets-là, donc le projet est très récent du coup, quand il s'est créé, comment il s'est créé, d'où ça vient ce projet-là? Alors ça vient d'il y a très longtemps. Je suis autodidacte, donc je suis pas passé par la case école, les seules études formelles que j'ai reçues sont des études de musique OK. que j'ai eues pendant peut-être une douzaine d'années. Le fait comment dire? Heu, d'apprendre seul est un vrai challenge en soi. Donc on peut devoir apprendre seul parce qu'on a décidé on va dire, de se donner le challenge d'apprendre une nouvelle connaissance, une nouvelle pratique. Mais on peut aussi y être un peu contraint par la force des choses, soit parce que ma foi, on doit réaliser quelque chose en équipe et puis, il y a peut-être un manque de compétences entre les différentes personnes qui sont là, ou simplement parce qu'on a super envie. Voilà, donc moi, c'est ça qui me drive, c'est l'envie d'apprendre, l'envie de connaître et de découvrir des nouvelles choses, et c'est ce que je fais depuis super longtemps. Mmh. Donc Jungle, c'est en quelque sorte la consécration de tout ce par quoi je suis passé, donc apprendre en ligne avec des forums, mais aussi des bouquins, des hackathons. Alors les hackathons, ça marche super bien. Plein de tutos évidemment, aussi des cours en ligne qui peuvent être en direct ou pas, et les conférences, hein, et donc c'est un peu une sorte de condensé de tout ça, qu'on offre en tout petit groupe, soit en 1 à 1 ou à plusieurs. OK. Alors donc du coup, tu as commencé en tant qu'autodidacte à faire du dev. Qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi? Pourquoi avoir voulu apprendre le dev? Je pense que c'est vraiment par hasard. J'avais vraiment un PC entre les mains. Il y avait un Windows qui tournait dessus. Je crois que la première chose que j'ai fait, c'est installer un Linux et j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Bon, clairement, le hasard des choses. Ensuite, j'avais une console, il y avait pas d'interface graphique. Je me suis dit: «OK, c'est quoi ce truc?» Et donc il fallait apprendre les commandes shell, quoi, le bash, vraiment juste pour démarrer. Donc je pense les premiers codes que j'ai écrits, c'est pas du code, à proprement parler, en tout cas pas du langage, mais c'est déjà apprendre à parler, un peu de console, quoi. Voilà. Mais pourquoi avoir décidé du coup la programmation? Tu avais je sais pas, tu avais une application que tu avais envie de créer? Il y avait un truc que tu arrivais pas à faire ou c'était quoi le moteur derrière? Alors il y avait quelque chose que je voulais absolument faire, c'était une radio, OK. et donc j'ai créé une sorte de radio amateur, quand j'étais petit. Alors, à ce moment-là, c'était plutôt, de la musique, hein. Il y avait pas de talk show, comme ici. C'était des équipements beaucoup plus rudimentaires. Il y avait la question aussi de la diffuser, donc comment on la diffusait? Diffuser de la radio sur internet, c'était pas si évident à l'époque parce qu'il fallait de la bande passante. La bande passante, coûtait très cher. Mmh.
dans les années 2000 et quelques. Donc on avait voilà, tout un tas de choses à regarder là-dessus. Donc on va dire, c'est les premières, le premier hack que j'ai fait, c'était ça. C'était monter une radio sur Internet. C'était purement un projet de week-end, quoi. Ok. Ouais. Alors, du coup, tu as commencé par quelle techno? La techno avec laquelle j'ai commencé, c'était du PHP. C'était très rapidement du e-commerce. Donc, il y avait un truc qui s'appelait OS Commerce à l'époque. Ouais. Voilà. Donc ça, Qui existe encore, OS qui existe. Commerce, hein, c'est encore présent, c'est encore là. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est ce avec quoi j'ai commencé. Et puis j'ai réfléchi à d'autres choses. Puis, ouais, du Shoutcast, Icecast pour la radio à l'époque, quoi. Voilà. Et alors, du coup, tu as commencé donc, dans les années 2000, tu nous as dit, donc j'imagine vers, on va dire, entre 2000 et 2005. à peu 2005, près. c'est ça. Ouais. Alors, avec quoi à l'époque tu pouvais apprendre en tant qu'autodidacte? Parce que tu n'avais pas autant de choses que ce que tu as aujourd'hui. Il y avait 2005, YouTube venait d'être créé, c'était encore très récent, donc j'imagine qu'il n'y avait pas Il n'y avait forcément pas de beaucoup de contenu de contenu. dev, non. Ouais. Donc tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec des bouquins que j'allais chercher à la médiathèque. À Donc, je l'ancienne? louais des bouquins d'Aurélie en anglais, que la médiathèque avait une bonne, enfin, avait eu vraiment du flair d'acheter. Je pense que c'était plutôt des livres qui étaient pour les étudiants en informatique à l'époque. C'est pour ça qu'ils étaient là. Donc voilà, c'était avec ces livres-là. Et en ligne, il commençait à y avoir des ressources, mais c'était quand même principalement dans des bouquins, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as eu un moment, je sais pas, le besoin d'apprendre avec d'autres personnes, enfin tu vois, à coller à d'autres personnes, cette notion de mentoring? Alors ça, c'est arrivé un petit peu plus tard, et c'est vrai que l'envie était là dès le départ, mais est arrivé plus tard. Il y avait des forums sur lesquels on pouvait se retrouver et partager. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais aussi des copains d'école à l'époque qui codaient dans leur coin, donc on se voyait et puis on passait des après-midi à développer ensemble. Donc, il y avait quand même un embryon de communauté déjà qui se créait, qui était basé sur des sortes de hackathons, mais sur lesquels on shippait pour nos projets à l'époque. Ok. Voilà. Il y avait déjà Stack Overflow à l'époque ou Stack Overflow, écoute, c'est arrivé plus tard, hein. Il me semble que c'est 2012, mais je voudrais pas dire de bêtises. 2012? Non, c'est plus vieux Non, que ça quand même. 2008 alors, peut-être. Peut-être, hein. Ouais, en tout cas, 2005, c'était pas là, ou en tout cas, j'en avais pas connaissance. Et du coup, dans cet apprentissage que tu as eu, donc après, tu es devenu développeur professionnel à un moment. Donc ça a devenu ton vrai métier. Est-ce que tu as senti un delta entre du coup ton bagage et le bagage qu'avaient des devs qui venaient soit d'école d'ingénieur, soit d'IUT, soit de... Alors je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus forcément beaucoup de bootcamp comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais tu vois, comment est-ce que tu as vécu cette différence d'apprentissage? Alors, j'ai tout de suite compris que j'étais pas ingénieur, Ok. que j'avais pas le cerveau formaté pareil. Et donc l'approche que j'avais était une approche 100% pratique, donc il manquait des fondamentaux. Donc à ce moment-là, je me suis dit: «OK, il faut vraiment que je professionnalise ça parce que je peux pas rester avec ces manques de connaissances en quelque sorte, qui étaient plus des éléments structurants que des éléments pratiques», parce que j'arrivais à faire des choses très rapidement, qui fonctionnaient, qui étaient peut-être pas des plus sécurisées, mais très rapidement, voilà, j'ai appris avec l'équipe qui m'entourait, et puis également, voilà, également de tout tous les sujets finalement qu'on apprend en école d'ingénieur en première année, en deuxième année. Moi, voilà, je les ai fait un peu dans le désordre. C'est venu après, quoi. Mais donc du coup, tu es allé chercher ces ressources-là de manière spécifique, encore dans des livres, ou c'est au final venu surtout par la proximité avec des devs plus expérimentés? Alors d'une part, ça a été déclenché par la proximité avec des devs expérimentés qui étaient passés par l'école, qui avaient terminé l'école et qui venaient dans l'équipe. Donc ils avaient 5 ans d'études, minimum plus un peu d'expérience, pas mal d'expérience même. Et ensuite, ça a été transmis par leur présence également. Donc ça s'est passé à la fois en déclencheur et continuellement à partir de là. OK. Et là, c'était plus trop dans les livres, non. Alors, il y avait toujours des bouquins pour de la doc papier, mais on va dire que c'était pas les plus fun non plus, déjà. Ouais, clairement. Et puis, les bouquins, alors je crois qu'il y a encore des bouquins qui s'écrivent sur le dev, mais je pense pas que ce soit la ressource la plus utilisée. Je sais pas si vous qui écoutez ou qui regardez cet épisode, si vous avez appris le code
ou si vous consultez encore des bouquins, n'hésitez pas déjà à le dire en commentaire et peut-être à partager même les ressources que vous avez pour apprendre du code. Alors donc du coup, suite à cet apprentissage, euh, 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 donc c'était donc du coup début d'année 2000, donc c'était il y a quand même plus de 15 ans. Ça a été quoi ton chemin pour arriver jusqu'à Jungle Programme aujourd'hui? Alors, après avoir fait, quelques années de dev freelance, j'ai créé une agence et c'est là où en fait j'ai vraiment grandi, et appris énormément. Ça a duré une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. Mmh. Et donc, on faisait principalement du dev mobile, de 2008 jusqu'à 2020 globalement. Donc c'était la grosse croissance de l'écosystème, iOS, Android également. Et donc, plein d'applications diverses. Et selon les projets, on avait toujours, besoin d'un peu plus de personnes et puis parfois un peu moins. Donc il se passait quoi? Comment ça se déroulait? Ben, on avait recours à, des réseaux de freelance qui venaient, nous aider, nous enseigner des choses et puis réaliser une partie des projets, qu'on avait signés. Et donc tout ça se faisait assez naturellement et donc on s'est aussi rendu compte que quand on travaillait avec, heu, toutes ces équipes de free qui venaient avec nous, il y avait une énorme disparité de connaissances et aussi de capacité de transmission de l'information et de la connaissance. À la fois des connaissances, théoriques, sur comment les choses, peuvent fonctionner, je vais pas dire doivent fonctionner, mais comment elles pourraient fonctionner et puis comment on fait pour, niveau pratique les mettre en place. Heu et c'est là que je pense l'idée a vraiment commencé à germer plus précisément, de dire comment est-ce qu'on peut permettre à des gens d'être un peu plus, enfin qu'il y ait moins, si tu veux, de variabilité entre, différentes personnes avec qui tu vas travailler, pour simplement quelques jours ou quelques semaines. Non pas pour en amont, si tu veux, se dire: «Est-ce que je vais bosser avec cette personne-là?» parce qu'en fait, tu peux vouloir bosser avec une personne parce que tu sens bien le feeling, mais pour se dire: «OK, dans quelles conditions on va travailler dans les meilleures conditions possibles en ayant la base commune de connaissances». Et donc on a commencé à créer de la formation interne, mais on la faisait avec des gens qui étaient externes, en fait. Mmh. Donc c'était assez étonnant. Alors certains venaient, contribuaient, d'autres venaient, prenaient. Il y avait un petit peu une sorte voilà, de différents types de comportements autour de ça et c Mais alors ouais. du coup cette formation, donc attestation des externes pour de l'interne, Mmh. c'était quoi? C'était un process d'onboarding un peu plus étoffé, qu'autre chose? Ou il y avait un vrai sujet, technique, je sais pas, d'amélioration de compétences techniques? Alors il y avait, les 2, l'onboarding plus charnu, on va dire, d'une Mmh. part, mais vraiment plus sur les questions techniques, ouais. Pour être certain que tout était au clair avant de démarrer et donc finalement, c'est passé de quelques heures à plusieurs jours. OK. Et là, on se disait: «Ah oui, mais en fait, on est en train de former, des personnes qui l'avaient pas d'ailleurs nécessairement demandé». Donc on était vraiment toujours dans une sorte d'approche itérative où tu avances et puis tu te rends compte un petit peu, rétrospectivement: «Ah mais attends, on est en train de faire ça». Voilà. Hem Et c'est ce qui a amené à créer ensuite, Jungle. C'est vraiment ça la vraie genèse de, comment, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin et on s'est aussi rendu compte que ça plaisait à un certain nombre de personnes, d'être formées avant, d'exécuter et de travailler avec d'autres personnes pour aussi se sentir, prêts à le faire. Oui, parce qu'il y a quand même, dans notre métier, il y a effectivement un plaisir d'apprendre quand même. J'ai l'impression que beaucoup de devs, alors je peux pas dire tous les devs parce que je connais pas tous les devs, mais en tout cas, il y a quasiment tous les devs que je connais, ils ont envie d'apprendre des nouvelles technos, ils ont envie d'apprendre des nouveaux trucs, ils ont envie je pense que c'est pour ça que vous écoutez vous aussi, ce podcast, mais il y a, cette envie d'apprendre. Heu, Qu'est-ce que du coup avec Jungle Programme vous proposez de différent par rapport à, tu vois, on a évoqué les livres tout à l'heure, on a Mmh. parlé de Stack Overflow, qui est une mine d'or pour beaucoup de devs. Il y a mon podcast qui est aussi une excellente ressource pour beaucoup de devs. Tout à fait. Mais tu vois, ça a été quoi, votre déclencheur à vous, et le type de ressources que vous voulez proposer, à des devs? Alors le déclencheur, c'est, en d'une part, la question du variability de niveau, où tu as besoin d'avoir un nivellement, un peu plus homogène. D'autre part, le sujet de, quelqu'un qui est bloqué, sur quelque chose. Donc ça c'est un autre angle d'approche et puis ensuite, d'autres sujets sur peut-être des choses un peu plus haut niveau qui Mmh. sont des décisions stratégiques, sur lesquelles, un
à un moment, ça repose sur les épaules d'une seule personne, qui doit, prendre la décision de, par exemple, faire un certain choix technique. Alors bien sûr, il y a une équipe derrière, tu peux demander de l'aide ou même, à être aidé par, comment dire? Des différents avis. Mais in fine, il y a quand même une question de responsabilité, pour tout le monde et au quotidien, mais d'autant plus dans des questions de choix, d'architecture, qui sont, parfois un peu plus difficiles, une fois, on va dire que l'eau a coulé sous les ponts de migrer ou de modifier, quoi. Donc si tu veux, voilà, c'est autour de ça, que ça fonctionne et donc ça, c'est les éléments qui déclenchent et qui permettent de dire: «OK, on va mettre en contact la bonne personne qui peut aider à résoudre ce type de problème» et ou cette question-là. Donc ça peut être très haut niveau, ça peut être très bas niveau, ça peut être aussi, un code review que tu voudrais demander à quelqu'un, qui est pas dans ton équipe, qui a un œil frais et qui va passer quelques temps avec toi, hem pour, on va dire, critiquer de Mmh. façon constructive, le travail qui a été fait, quoi. Voilà. Alors juste pour être sûr, quand tu parles de très haut niveau et très bas niveau, tu parles de haut niveau au sens, c'est du high level, enfin, c'est quelqu'un de très compétent? Ou c'est du haut niveau dans la stack ou du bas niveau dans la stack? Haut niveau dans la stack et bas niveau dans la D'accord, stack. OK. Donc ça couvre vraiment tous les sujets techniques, possibles et imaginables. Vous essayez d'avoir du coup un panel de gens, sur quasiment enfin, tu vois? Déjà, même moi, j'ai du mal à traiter tous les sujets, Ouais. qui peuvent exister dans nos métiers. Comment tu fais pour avoir des ressources, des gens dispo sur autant de métiers différents? Alors ça, c'est l'ambition, D'accord, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, principalement sur du back-end, dans certains types de langages. Donc aujourd'hui, on fait du TypeScript beaucoup, JavaScript, TypeScript, Node et la même chose en front, OK. donc avec, React, Vue, voilà. Un peu de DevOps et là, on va probablement démarrer la sécurité. D'où le choix de Heu, alors avant de passer à d'autres questions, j'ai juste une petite question. Pourquoi Jungle Programme? Alors pourquoi Jungle Programme? La jungle. Ouais. On est dans la jungle, on peut être attaqué de toutes parts, faut être paré à toutes les éventualités donc Mais on c'est se c'est quoi? C'est la jungle de tous les langages, qu'on ouais, a dans nos c'est métiers? ça. C'est la jungle parce qu'il y a des gens qui codent n'importe comment? Tu vois, c'est quel genre de Alors jungle? alors, c'est plus la jungle de tout ce qui est là, si tu veux. C'est OK. pas c'est et donc trouver ton chemin là-dedans, bah, c'est une jungle d'informations, il y en a un peu partout. D'ailleurs, il y a énormément de contenu gratuit en ligne, sur tout un tas de choses, de formation. On en parlait, au début de notre échange sur, où trouver les informations justes. Aujourd'hui, tu peux trouver énormément d'informations qui sont super, sur ne serait-ce que juste GitHub et c'est d'ailleurs vraiment assez sous-coté d'aller sur GitHub pour aller chercher du contenu d'apprentissage, mais il y a des repos entiers qui contiennent mais, hem, la totalité d'un programme, par exemple, de 3 ans d'école d'ingé, ça existe et tu as, des centaines de contributeurs et cetera. Enfin, c'est donc et il y a la même chose, pour plein d'autres sujets qui sont, voilà, pas seulement ces sujets-là, mais également, des sujets plus précis, sur, un langage, un framework et cetera. Donc il y a une jungle d'informations. Il y a aussi des informations qui sont obsolètes, qui sont plus du tout d'actualité. Quand on fait des recherches, on tombe parfois là-dessus, entre autres parce qu'elles sont super bien référencées. Donc on fait une recherche Google et ça tombe, mais bon, c'est pas tout à fait la bonne version du framework, c'est pas tout à fait la bonne implémentation. Donc voilà, aider à trouver sa voie là-dedans. Oui, parce que moi, à chaque fois que je trouve que ce soit un tuto ou même une réponse à une question très précise que je peux avoir, que j'ai trouvé sur Stack Overflow, j'ai jamais réussi à trouver, en tout cas, au moins sur la partie tuto, j'ai jamais réussi à trouver un tuto où ça se passe exactement comme c'est écrit dans le tuto. Il y a toujours un truc qui fait que, il y a tellement de configs possibles, il y a tellement de cas particuliers, qui font qu'en fait, il y a jamais ça se déroule jamais comme c'est prévu dans le plan du tuto. Il y a toujours un besoin de customiser un truc donc et du coup de comprendre qu'il y a un truc en particulier pour te dire: «Bah tiens, en fait, là, chez moi, ça marche pas, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, donc du coup, il faut que j'aille chercher une autre réponse de machin». Enfin, c'est une espèce de fil sans fin et donc du coup, avec Jungle, ce que vous proposez, en fait, c'est un peu une hotline, pour les devs? Oui, tout à fait. Il y a clairement ça et ça permet d'avoir les informations à jour parce que comme tu dis, tu prends un tuto, puis tu descends les éléments et puis à un moment, en fait, il va y avoir une bibliothèque, qui sera ou un module, dont la version, majeure aura changé et puis les dépendances éventuellement et donc on peut se retrouver bloqué là-dessus. Ça peut être dans des vraiment «détails» entre guillemets, je vais appeler ça «détails», mais on va dire dans quelque chose si on zoome vraiment dans l'implémentation, dans le code en lui-même, mais ça peut aussi être sur des choix un peu plus,
un peu plus, comme on disait, d'architecture et qui ont parfois des conséquences un peu plus grandes sur Ouais. aussi, non pas seulement le framework back-end, mais peut-être d'autres choix en sécurité, en cloud, en sur plein d'autres domaines. Donc oui, il y a un sujet de hotline pour, pour trouver la bonne personne disponible très rapidement. Et sur ces parce que du coup, il y a une volonté de se rester centré sur des sujets, tech, au sens vraiment, dev? Ou est-ce qu'il y a aussi une volonté, je sais pas, de toucher sur des, questions, sur, comment mettre en place, Scrum par exemple, ou une méthode Kanban ou, une code review? Enfin, tu vois, des trucs un peu plus, on va dire d'organisation d'équipe, donc peut-être plus, tech lead, et CTO, ou, il y a vraiment tu veux vraiment rester sur des sujets, précis? Alors, ce qui est sûr, c'est technique, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on n'ira pas au-delà des sujets qui touchent au code ou à l'organisation du code. OK. Donc ça peut effectivement aller, comme tu le décris, sur du management du code et de l'organisation des équipes, mais ça ira pas au-delà. C'est-à-dire qu'on fait pas de sujet product, pas de sujet business non plus. Il peut y avoir peut-être des personnes product ou business qui voudraient avoir des informations techniques, mais en réalité, c'est probablement pas la bonne porte. Puisque, l'idée ici, c'est de connecter des développeurs et des personnes, voilà, on va dire, qui savent écrire du code et d'ailleurs qui ont aussi, une expérience. Mmh. Arriver avec, après un bootcamp, chez, Jungle Programme pour demander de l'aide, c'est pas non plus la bonne solution parce qu'il y aura un gap trop important entre la personne qui va, fournir le tech advisory ou qui va fournir on pourrait appeler mentoring, ou en tout cas la Mmh. session de mentoring, et le gap serait trop important, pour combler. Donc il faut aussi de l'expérience, pour que ça soit efficace et que ça soit, en quelques heures, et non pas, quelque chose de temps OK. plein, là où une équipe, est irremplaçable sur le sujet, voilà. Oui, donc la notion de hotline, elle est, donc c'est pas non plus tu pas non plus là pour, venir corriger un petit bug en fait, ou un petit truc, enfin, faut que ce soit quand même d'un certain niveau et en même temps, faut pas non plus que ce soit une prestation de 3 mois, quoi. Exactement, c'est tout à fait, c'est entre les 2. Ouais, et l'idée, c'est en tout cas, on essaye de faire en sorte que ça soit pas du delivery, c'est-à-dire qu'il y ait pas de code Mmh. heu qui soit, réalisé par, le tech advisor, qu'on appelle aussi guardian. Heu, Ça peut être le cas dans certaines peut-être, interventions un peu plus conséquentes, Ouais. mais l'idée, c'est plutôt de rester sur de l'advisory plutôt que de l'exécution de quelque chose, quoi. Cette notion de, transmission de pair à pair, c'est quelque chose qui se fait, je trouve, beaucoup dans notre métier. J'ai découvert moi il y a quelques années le pair programming et je trouve que c'est un principe qui est quand même assez formidable, de coder à plusieurs. J'ai découvert il y a moins longtemps le mob programming, donc le fait de coder à 5, 6, 8, 10, 12, face à un seul écran. Je trouve ça assez fou, en fait, comme truc, j'en avais une image, je me disais: «Mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien» et puis en fait, j'ai fait quelques alors c'était dans un contexte particulier parce que, je suis encadrant dans l'école, Ada Tech School, donc on fait des sessions de mob programming avec du coup, plusieurs apprenantes. Donc c'est un contexte un peu particulier, mais tu découvres en fait le potentiel et la force du mob programming, que je trouve ça assez gaudin. Hem Et du coup, ouais, cette notion d'apprendre au contact des autres, ça se fait beaucoup je trouve dans notre métier. Il y a cette notion de mentoring presque en tout cas ou d'apprentissage, qu'on fait beaucoup. Est-ce qu'on retrouve aussi cette notion-là de mentoring, que chez Jungle Programme? Tu vois, on peut trouver un mentor qui va nous accompagner sur, plusieurs mois, voire plusieurs années? L'idée, originale, c'est de connecter, à un moment donné pour un besoin très précis. OK. Ça peut, donner lieu à une, on va dire à plusieurs, enfin une itération et à plusieurs sessions. Je rebondis simplement sur le sujet du mob programming. Je pense que ça, c'est vraiment assez fou, et c'est marrant que tu en parles. Mais c'est un moment où on pourrait se dire, bon, pair programming, il y a 2 personnes, qui travaillent, qui shippent sur la même fonctionnalité. Mob, c'est 4-5. Perte de productivité, comment c'est possible, et Mmh. cetera, qu'il y ait autant de monde qui bosse sur la même, fonctionnalité, alors que peut-être juste une personne pourrait le faire, ou bon, un pair programming pourrait suffire. Mais en réalité, je pense que dans cette, ce setup, la transmission du savoir entre les personnes est énorme, puisqu'on voit quelqu'un implémenter en direct et non pas seulement, devant les yeux d'une personne, mais de plusieurs personnes.
Et ça, c'est alors d'une part, je pense que pour la personne qui est en train, d'implémenter, qui est en train de coder, ça lui permet de pratiquer sa confiance en elle. Mais ça lui permet également, d'avoir le feedback instantané, de une voire plusieurs personnes autres qui seraient, peut-être chauds pour dire: «OK, ah ouais, super, bah, voilà». Et donc quelque part, la mécanique de code review devient, compactée, en direct au moment de l'exercice, quoi. Mais, parenthèse fermée sur le mob, qui est, sur, donc, ta question originale qui La était question qui était sur, est-ce qu'on peut faire du mentoring? Est-ce qu'on peut trouver un mentor, sur la durée, sur la c'est durée? Ouais. ça, ouais, sur la durée. Donc ça peut arriver dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que comme on connecte des gens, il se passe, des nouvelles relations. Donc, quand une nouvelle connexion se fait entre des gens, on peut pas prévoir ce qui se passe, Ouais, mais, ouais. si ça se passe bien, il peut clairement y avoir Mmh. du repeat dans le temps, ouais. Toi, est-ce que tu penses que tu as eu un mentor, sur un aspect, purement tech qui t'a accompagné un petit peu longtemps? Alors dans la vie, j'ai eu plusieurs mentors, ça Ouais. c'est certain, mais ce qui est assez amusant, c'est que ça a souvent été dans des questions d'état de fait. C'est-à-dire que ça je l'ai pas demandé. OK. Voilà, donc je pense qu'on rencontre une personne qui en fait est disponible pour cela, puis on se rend compte qu'on peut lui demander et en tout cas moi, c'est comme ça que ça s'est produit. Hem Peut-être que les choses ont changé, maintenant et qu'on peut demander un mentor, il y a d'ailleurs des plateformes pour demander du mentoring, peut-être même autre chose que simplement des questions techniques, Mmh. mais du mentoring de carrière, par exemple, enfin, je fais référence à des plateformes comme Plateau, qui fait ça, où tu peux avoir un mentor qui te suit sur la durée, mais pas vraiment pour résoudre des problèmes, d'implémentation de code, ni même d'architecture. Il répondra probablement pas à des questions techniques, mais beaucoup plus, à des sujets, de comment progresser, comment gérer, par exemple, passer d'ingénieur à manager ou staff engineer et peut-être gérer hem, voilà, comment se comporter dans des équipes et comment ça marche, quoi. Donc, hem, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir, des mentors autour de soi, heu, permet vraiment de progresser, extrêmement vite, et d'avoir aussi accès à des sortes de c'est pas vraiment des raccourcis, mais une vue plus précise des possibilités, donc de l'étendue des possibles, et ensuite de soi-même faire son choix de chemin et de dire: «OK, je vais passer par là pour arriver à ma prochaine cible, à mon prochain, état, de connaissance ou en tout cas, la prochaine étape dans un Ouais, projet donné, quoi». je vois. Il y a, pourtant, tu vois, tu crées une plateforme pour mettre en relation les devs, entre eux et pourtant il y a une culture populaire qui dit que les développeurs, c'est un métier qui est plutôt, solitaire, et on voit même, je sais pas si tu as vu dans le métro en ce moment à Paris, il y a des campagnes pour, l'EFRAY, qui est une école d'ingénieurs, en développement informatique, qui joue un peu sur ces clichés-là, qui parlent effectivement de ce côté un peu solitaire du dev. Est-ce que du coup, tu penses il y a de la place pour une plateforme qui met en relation des gens qui, d'après la culture populaire, n'ont pas envie d'être mis en relation avec d'autres personnes? Alors il y a effectivement, croyance, populaire, et puis, peut-être Heu, un autre type de réalité, qu'on peut notamment, dont on peut être témoin quand on assiste à des hackathons ou à des événements dans lesquels il y a beaucoup de développeurs, par exemple des conférences tech, où, tout le monde se parle, où, on n'a jamais vu autant de collaboration et c'est entre autres là où on peut se faire, avec, l'environnement professionnel, le plus Mmh. d'amis développeurs. Effectivement, en dehors d'événements particuliers, ou, hem, ou de moments où on peut être connecté comme chez Jungle par exemple avec d'autres développeurs, heu, s il y a une grosse partie de notre, travail qui est solitaire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas envie heu, d'être connecté à d'autres. Ouais. Voilà, donc, voilà, quelque part, alors cette campagne de l'Effray, j'ai vu quelques affiches, je me rappelle pas d'exactement ce qu'elle dit, mais il me semble qu'il y a quelque ch i est-ce qu'il y a pas quelque chose comme, un peu une sorte de difficulté d'accès aussi? Plus qu'être solitaire, non? C'est, d'incompréhension, tu sais, «Ah, il parle tel langage, et puis, telle autre personne n'a pas compris». Il y a quelque chose comme ça? Ou C'est c possible, ouais, hier, je crois qu'il y en a 3 ou Voilà. 4 que j'ai vu passer.
Bon, Moi, ça, je pense que ça, c'est juste faux pour moi. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les gens peuvent s'exprimer avec des mots simples et des concepts mmh. simples pour exprimer des choses, enfin, pour parler de choses très compliquées. Donc, quand on dit que Oui, il y en a une des pubs de l'Effray que j'ai trouvé drôle, que j'aime bien, qui me fait marrer, qui dit que les développeurs répondent aux questions par oui ou par non parce qu'ils aiment pas développer. Voilà, c'est con, mais ça m'a fait rire et c'est celle que je vois le plus souvent et celle qui me fait le plus rire. pas mal. Ok, donc du coup, donc mise en relation effectivement de développeurs. Donc tu nous dis donc c'est sur un besoin spécifique pour répondre à une demande précise, pour pas que ce soit non plus un delivery comme tu disais. Comment tu fais du coup pour, déjà pour commencer, pour valider le profil des gens? Que ce soit côté Guardian, comme tu dis, ou côté demandeur? Alors aujourd'hui, on est dans le cadre d'une bêta privée. Donc, chaque personne qui rentre, on a un appel avec, et chaque personne a également rempli un profil, détaillé. Donc on connaît son expérience, et tout le monde a eu l'opportunité de partager ses compétences et ses besoins aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Pourquoi? Dans quel type hem, de format? Donc un format, d'appel 1 heure par semaine ou un peu plus, est prêt à peut-être un peu mettre les mains pour regarder dans les détails. Hem, donc aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est, on connaît tout le monde. Donc au fur et à mesure, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on va probablement trouver un moyen de déléguer ça peut-être, pour que d'autres personnes qui rentrent se fassent valider par les personnes déjà présentes. Hem, voilà, on itère et on travaille encore là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que tu peux pas juste rentrer, et venir de nulle part et puis ensuite, tant côté advisor, Mmh. Guardian que côté, utilisateur, parce que justement, il faut aussi faire attention à ce fameux, écart de connaissances et de compétences, qui fait que il faut entre guillemets un peu mériter quand même les réponses, et le Ouais. temps des personnes qui vont consacrer, pour qu'elles puissent être alors, on va dire, alors plus, enfin que ça puisse servir au mieux, quoi. Mmh. Voilà. Et vous validez du coup aussi la demande qui est faite d'un demandeur vers un gardien? Alors aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Soit tu fais une demande et on assiste pour connecter, Mmh. avec la bonne personne, soit tu, consultes la liste des Tech Advisor Guardian, et tu choisis directement à qui tu veux parler. Donc c'est les deux modes d'entrée qu'on teste. Et les deux sont utilisés. Donc peut-être certaines personnes ont pas envie d'aller chercher elles-mêmes et puis d'autres veulent absolument savoir à Mmh. qui, elles vont parler avant de leur parler. Peut-être pour savoir à qui on pose la question et puis aussi avoir le choix de dire: «OK, tiens, moi, je sentirais bien une réponse de telle ou telle personne». Voilà, 2 approches. OK. Et du coup cette mise en relation, c'est quoi? Enfin, tu leur donnes leurs coordonnées respectives? Tu as une plateforme à disposition, tu leur mets un Zoom, c'est quoi comment ça se passe l'échange? Alors, tu as un formulaire pour demander un nouveau challenge ou alors, contacter la personne, si tu as Mmh. déjà fait le choix de à qui tu veux parler. Et ensuite, on a une plateforme sur laquelle tout est centralisé et où tu peux, avoir l'historique de tout ce qui s'est passé, les différents échanges et cetera. Voilà. Sachant que ça, c'est le premier élément avec lequel tu es en contact et ensuite le deuxième, c'est un appel, donc tu reçois une invitation et ensuite tu as un lien Google Meet, ou OK. Zoom. Mmh. Hem, exactement, c'est ça. Ce qui permet du coup de faire du live coding ou du partage C'est d'écran ça, de tout manière, simplement, voilà. et du coup de partout dans le monde? Oui, tout à OK. fait. Ouais. Majoritairement en Europe de l'Ouest, mais Mmh. il y a pas de limite géographique pour le moment, OK. ouais, tout à fait. Heu, Comment tu fais pour, trouver des gens qui ont envie d'aider les autres? Parce qu'il y a tu vois, il faut quand même avoir faut avoir du temps, il faut avoir l'envie d'aider des personnes, qui sont pas forcément en galère, mais en tout cas, peut-être moins expérimentées ou qui ont besoin d'aide. C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut avoir envie de passer, comment dire? Un peu de temps pour rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment une question de, heu, si si on n'a pas envie d'être en contact avec des nouvelles personnes, c'est probablement pas le bon endroit. Initialement, l'échange, il se fait parce qu'on veut être connecté avec quelqu'un.
Donc comment on fait pour trouver ces personnes? Typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on parle, moi, je vais dans des conférences, je rencontre des gens, je parle à des gens et je parle à des devs et ensuite, je leur raconte ce qu'on fait en une phrase et je vois si ça répond. Si ça répond: «Ah ouais, super, je veux regarder», je leur dis juste: «OK, inscris-toi ici» et puis voilà. Mais, il y a effectivement aussi, juste, des gens qui ont pas le temps, et moi je respecte complètement ça, il y a aucun sujet et puis en plus ça peut être, l'opportunité pour plus tard pour eux de rejoindre s'ils le veulent, donc voilà, c'est on a tous souvent des journées bien remplies donc on n'a pas c'est pas toujours le moment de passer, plusieurs heures par semaine ou jours par semaine à aider d'autres personnes, mais néanmoins pour, étoffer son réseau, c'est quand même une bonne, heu, une bonne chose, sachant que ça peut se faire de façon, avec un engagement assez faible. Tu Mmh. t'inscris et ensuite tu reçois, peut-être, au mieux quelques jours, sinon quelques semaines plus tard, une demande de quelqu'un qui dit: «Tiens, j'ai besoin de ça». C'est quelque chose si c'est quelque chose sur lequel tu es super à l'aise, ce qui est l'objectif, bon, passer 1 heure, être payé pour ça, c'est assez confortable parce qu'il y a pas de voyage à faire pour aller dans la conférence, il y a pas de sujet à préparer sur le hackathon. C'est une conversation informelle comme ce qu'on fait Ouais. aujourd'hui. Donc quelque part, le niveau d'engagement est assez bas. Hem, voilà, donc à partir du moment où on a ne serait-ce qu'1 heure dans la semaine à consacrer, c'est suffisant, voilà. OK. Mais alors du coup, c'est aussi un format d'aide, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on parlait oh là là, pardon. On parlait tout à l'heure de Stack Overflow, qui est une ressource, inépuisable pour tous les devs. Hem, Pourquoi est-ce que du coup les gens iraient aider sur Jungle Program plutôt que Stack Overflow? Et du coup, pareil dans l'autre sens, pourquoi est-ce que les gens iraient chercher une solution sur, Jungle Program plutôt que Stack Overflow? Alors, il est très probable que, certains utilisateurs de Stack Overflow, veuillent venir aider, chez Jungle Prom et l'inverse, ou que ça donne des idées, à des gens de chez Jungle qui sont pas encore actifs sur Stack Overflow, ne serait-ce que pour, répondre à des commentaires ou upvoter des solutions, sans parler de véritablement, aussi poser les questions, qui est un autre type heu, de de contribution. Hem, Stack Overflow, ça fonctionne un peu comme Wikipédia, il y a une très petite quantité d'utilisateurs qui participent. Hem, bon, les stats de Wikipédia, c'est globalement, 1 des utilisateurs contributeurs qui créent, 9 qui review et 90 qui consultent. Et donc, ils sont des utilisateurs qui sont, entre guillemets, «passifs», qui viennent consulter, qui est mon cas, par exemple. Moi, Mmh. je suis pas contributeur sur Stack Overflow. Je pense pas avoir posté une question. J'ai déjà répondu peut-être, mais, je me qualifierais pas d'actif, de contributeur actif, en tout cas sur Stack Overflow. En revanche, être, contributeur actif, auprès, des collègues, ou, dans le cadre d'une conférence ou, dans le cadre d'un de l'aide ou d'un mentoring d'une personne chez Jungle ou d'un développeur chez Jungle, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, je pense que ça dépend un peu disons que l'accès au fait d'aider quelqu'un est facilité dans la mesure où c'est simplement donner 1 heure. Chez Stack Overflow, il y a toute aussi un code qu'il faut connaître, que moi je peux pas dire que je connaisse sur comment on doit poser la question, comment, on est sûr qu'il y a pas un duplicate, et même sur la façon de répondre. Qu'est-ce qu'une bonne réponse? Comment est-ce qu'elle doit être étayée, documentée et cetera, même que Wikipédia Ouais. et c'est aussi pour ça un très petit nombre d'utilisateurs en fait, sont entre guillemets «responsables» ou se sont donné et partagé la responsabilité collective de gérer le contenu et de le modérer, selon des règles qui sont, voilà, qui demandent, beaucoup plus d'attention que, simplement, quelques heures. Ouais. Voilà. Donc avant d'être contributeur Stack Overflow, je pense qu'il y a un travail assez important. Ça reste que mon avis là-dessus, hein, Non, mais d'ailleurs, pour le ouais. coup, j'y pense, parce que j'avais Toi, tu complètement contribues oublié. sur Stack Overflow? En fait, j'ai essayé pendant un moment, il y a très longtemps de ça, je m'étais dit, j'avais du mal à recruter à l'époque Ouais. et je m'étais dit: «Être contributeur sur Stack Overflow, c'est peut-être un moyen d'avoir un je sais pas, une espèce de credit score», tu vois? Une marque employeur, tu vois? Un truc un peu, valorisant, ou en tout cas valorisable et effectivement, en fait, il y a,
il y a certains codes à respecter dans ta façon de répondre. J'ai des réponses qui sont faites retoquer parce que c'était pas le bon format, c'était pas comme il fallait, c'était pas suffisamment long, c'était pas suffisamment étoffé. Ça manquait d'exemples, ou au contraire, c'était trop précis. Enfin, tu vois, il y avait un truc machin. Il y a effectivement une communauté de contributeurs Stack Overflow qui supervise les réponses, enfin les questions, mais aussi les réponses qui sont faites. Et c'est vrai que ça prend du temps parce qu'en fait, du coup, quand tu veux respecter toutes les règles, bah, le simple fait d'apporter une réponse aussi simple soit-elle sur un sujet, mais en fait, elle va te prendre du temps et peut-être même parfois plus que juste 1 heure. Et comme tu es juste sur un format écrit, c'est-à-dire que tu as un mec qui vient poser une question, enfin un mec ou une nana à l'autre bout du monde qui vient poser une question et tu as juste un champ texte pour lui répondre, bah, je pense aussi que tu as une qualité de la réponse qui est très différente par rapport à ce que tu aurais dans un échange pendant 1 heure avec la personne. Du coup, tu as un aller-retour de questions, tu affines le truc petit à petit, du coup, tu as quelque chose qui est un peu différent. Et donc, ouais, c'est vrai que Stack Overflow, de souvenirs, bon, c'était il y a quelques années maintenant, mais c'était assez compliqué quand même de participer, quoi. Ouais, tout à fait. Le high score fait rêver parce que quand tu vas sur la homepage de Stack Overflow, qui est une page qu'on consulte assez peu finalement parce qu'on tombe souvent sous les résultats via des recherches Google, c'est le high score. Si je me trompe pas, stackoverflow.com, quand on est logué, on tombe, même peut-être même pas d'ailleurs, tout de suite le palmarès des top contributeurs et tout. Donc c'est vrai que ça peut donner envie aussi pour être visible et puis pour Alors attends, j'ai un problème, j'ai ta caméra qui vient de s'éteindre. Ah. C'est pas ça. On l'a allumé là. Je sais pas si c'est lié au bip bip qu'on entend. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont en live. Qu'est pas ça? Pourquoi j'ai une caméra qui s'éteint? Hop là. On a perdu Julien. On va essayer un truc. Hop. Est-ce que Julien va nous revenir? Hop. Et c'est bon. Julien est revenu. Alors attends, je vais noter que du coup... C'est Louis. Il y a... Louis, pardon. Oh là là. Ça m'a tellement perturbé. Excuse-moi, Louis. Je t'en prie. Donc à 40 minutes. Cut. Tac, je prends des notes en même temps. Du coup, on parlait de la difficulté de contribuer sur Stack Overflow. Alors du coup, il y a un autre sujet qui va avec ça. C'est, est-ce qu'on a aussi... Enfin, tu vois, par moment, j'ai envie de dire qu'un dev, c'est un peu comme un médecin. Tu as une obligation de te former en permanence. Moi, je le fais au travers de ce podcast. J'espère que j'aide certains devs à le faire aussi au travers de ce podcast. Mais tu vois, tu as un besoin de te tenir à jour par ce biais-là. Est-ce que du coup, c'est aussi une des missions de Jungle Programme, c'est de permettre de se former à des sujets? Et du coup, la question aussi qui vient juste derrière, c'est est-ce que tu fais en sorte que les gardiens sur Jungle Programme, eux, maintiennent un jour, se maintiennent à jour de la même manière que l'ordre des médecins vérifie que les médecins ont un niveau de formation par an? Alors j'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec les médecins qui ont effectivement une obligation d'être toujours à jour. Et l'ordre des médecins leur propose des formations. Il y a également même des diplômes complémentaires qu'ils peuvent obtenir pour parce que leur pratique change. En réalité, il y a beaucoup de choses qui changent. Je ne sais pas si c'est aussi rapide que dans la tech et que pour le métier de développeur, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de ça. Est-ce que ça va aussi vite? En tout cas, l'écosystème tech fait que les pratiques deviennent obsolètes très rapidement. Donc Jungle Programme aujourd'hui ne s'assure pas dans la durée que les Guardians sont toujours à jour. Mais je pense que c'est une super idée, donc je le garde et je le note. Car alors ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où ils rentrent, et c'est le cas aujourd'hui, ils sont à jour dans ce qu'ils font, et ça, on a la confirmation aussi par la validité de l'aide qu'ils ont fournie. Mais pour répondre à ta question là-dessus, on le fait de façon réactive. C'est-à-dire que si l'aide qu'il a fournie ou qu'elle a fournie n'a pas trouvé exactement enfin, c'était pas la réponse attendue ou que ça n'a pas vraiment fonctionné, on le saura par le système de feedback réciproque qui est fait, mais ça sera un peu trop tard parce que
bon, bah, voilà, on n'aura pas prévenu le fait que ça se passe pas. Mais cependant, ça se passera pas une deuxième fois puisque dans ce cas-là, on dira: «Bon écoute, OK, comment ça se passe?» et cetera. Donc, on gère le sujet des connaissances comme ça. Et pour, la formation, des gardiennes, je pense que c'est également un sujet qui est intéressant, qui fait peut-être écho aussi à ce dont on a parlé, tout à l'heure quand on formait, les freelances, dans ma précédente, entreprise. Voilà, donc écoute, pas implémenté, mais je Ouais. note et super, idée. Mais c'est vrai que tu vois, ce sujet de formation et d'apprentissage, parce qu'en fait, euh, on est un métier, on est dans un métier où tu as quand même un besoin t'as besoin d'être au courant, c'est-à-dire que tu peux pas te contenter de ce que tu fais. Et au final, juste en faisant, on apprend aussi, parce qu'en fait, tu es confronté petit à petit à des sujets que tu connaissais pas avant, et ça t'oblige à progresser. Et en même temps, tu vois, quand tu parlais de la vitesse à laquelle les choses évoluent dans le métier, c'est ce qui est vrai, ça évolue très vite. Et ce que je trouve même très difficile, c'est que tu peux faire le mauvais choix à un moment, c'est-à-dire que tu peux te dire, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a choisi il y a 4 ans de se dire, ou même tiens, quelqu'un qui, il y a 10 ans, se dire, je vais devenir un expert Ruby. Bah, aujourd'hui, des Ruby, on n'en fait plus beaucoup, on n'en parle plus beaucoup. Donc, tu vois, tu as toujours ce risque-là, en plus de parier sur le mauvais cheval et te retrouver dans une techno qui, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, a complètement disparu et est complètement obsolète. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a un besoin de formation qui est hyper important parce qu'en fait, une techno peut disparaître très, très vite, quoi. C'est vrai et la popularité d'une techno peut arriver aussi très Mmh. rapidement, comme ce qu'on voit avec JavaScript et TypeScript, qui il y a 15 ans, impossible de dire que JavaScript allait être, aussi populaire que ce que c'est aujourd'hui. Mmh. Donc, bon, c'est une célérité peut-être un peu plus lente quand même. C'est-à-dire qu'on voit que ça a pris, peut-être une décennie, peut-être un peu plus. Oui, à peu près, Hem, mais c'est vrai que, mais ça peut alors est-ce que ça prendra une décennie pour être remplacé par le prochain langage, tu vois? Peut-être pas. Ça sera peut-être remplacé beaucoup plus rapidement. On ne sait pas. Mais ce qui ouais, si, ça moi, je pense qu'il y a une corrélation entre ouais, la vitesse d'ascension et la d'ascension. vitesse de descente. Tu vois, tu prends le PHP par exemple, sur lequel tu as Ouais. commencé, sur lequel j'ai commencé aussi. C'est une techno aujourd'hui qui est présente quasiment partout sur le web, qui a pris sa place petit à petit en étant un Mmh. truc. Et je pense que PHP, on n'est pas prêt de le voir disparaître du web. Je pense que ça va mettre beaucoup de temps à disparaître. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu parles de JavaScript parce que moi, je crois que sur les 5 ou 6 derniers épisodes, il y a un moment où j'évoque le fait que je suis subjugué de la place que prend JavaScript aujourd'hui, alors que moi, quand j'ai commencé le web, moi j'ai commencé à développer dans le web en 94 à peu près, donc c'était il y a un petit moment. Le JavaScript à l'époque, on s'en moquait, c'était un mauvais langage, c'était mal fait, les gens qui en faisaient, c'était pas des vrais devs. Aujourd'hui, on fait tout en JavaScript, enfin, c'est hallucinant. Et clairement, c'est un pari que j'aurais pas pris, enfin, Pareil, il y a pareil. 5 ans, j'aurais pas dit Ouais. JavaScript, il faut y aller, quoi. Donc je trouve ça Mmh. assez fou qu'on en soit là aujourd'hui. Et effectivement, je sais pas ce que demain nous réserve, quoi. Ah, pardon. Donc du coup, on a parlé de la formation. Donc tu as lancé Jungle Programme, ça a commencé quand, la bêta privée? Alors Jungle Programme, la bêta privée, a démarré au mois de février, OK. donc ça fait 3 mois. C'est vraiment tout frais. C'est vraiment tout frais. C'est quoi les premiers retours? Déjà, c'est quoi les premiers chiffres, on va dire, que tu pourrais divulguer? Et c'est quoi les premiers retours que tu as sur la plateforme? Alors les premiers retours qu'on a, c'est une grande satisfaction des utilisateurs des 2 côtés. On a toujours enfin, du gros travail à faire pour le match, c'est-à-dire la bonne personne au bon moment. Ça, c'est vraiment le sujet sur lequel, nous, on doit, travailler, au quotidien. C'est pour ça aussi que, la façon dont la personne pose sa question ou comment le développeur pose sa question ou comment il va chercher les différents profils, c'est clé parce que c'est à ce moment-là qu'on a les informations suffisantes pour faire le bon match. Mmh. Côté Guardian, enfin, on a vraiment comment dire? Enfin, on a des messages d'amour qui nous parviennent, quoi, voilà. Et de l'autre côté, comme on va dire la réalisation du sujet, et la résolution réelle du problème reste à la charge de la personne qui demande, du développeur qui demande, il y a toujours un petit délai avant que, on puisse dire: «Ah yes, ça c'était bon» et voilà. Donc ce qu'on fait, au départ, on envoyait enfin, on posait la question de: «Est-ce que ça s'est bien passé?» tout de suite après et on s'est rendu compte que c'était un peu trop tôt
Parce qu'il fallait un peu de temps pour digérer le sujet, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà, donc on apprend tous les jours. Si ça, il faut plusieurs semaines, ça montre quand même, du coup, il y a une certaine valeur qui est retirée, parce que s'il faut plusieurs semaines pour digérer le truc et percevoir la valeur que ça t'a apporté, c'est que alors soit c'est qu'il y a un gap de niveau entre le gardien et le demandeur qui est vraiment important et du coup ça lui prend du temps, mais quoi qu'il arrive, ça montre qu'il y a quand même un apport assez important qui est fait à chacun. Exactement. Alors ça d'une part, et puis d'autre part, peut-être parce que le quotidien du développeur est déjà bien occupé, que le sujet sur lequel le problème est présent voilà, est peut-être pas d'une urgence absolue, ou que simplement il y a d'autres choses sur le feu, donc voilà, la répartition du temps fait que... mais globalement, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se résout en 1 heure. Enfin, en tout cas, on n'a eu aucune demande qui s'est résolue en simplement 1 heure de conversation, plus 1 heure d'implémentation, quoi. C'est pas trop sur ces échelles-là. Voilà. Et alors du coup, comment est-ce que c'est monétisé tout ça? C'est-à-dire que est-ce que c'est au demandeur de payer? Est-ce que comment ça se passe? Exactement, le demandeur paye. Il reçoit une estimation et il paye au fil de l'eau. Donc s'il a juste besoin d'1 heure, ben, il va savoir que l'appel va lui coûter tant d'euros pour l'heure, et il valide ça. Et ensuite, l'appel se passe. Et donc s'il y a d'autres appels et qu'il le demande, bah, il y aura d'autres paiements ultérieurs. Il y a pas d'engagement. C'est le gardien qui va fixer son tarif horaire, ou C'est ça. tu as une grille dans quelque chose ou? Alors nous, le gardien fixe son tarif, globalement. OK. Ça dépend de leur expérience, ça dépend aussi de là où ils habitent, de ce qu'ils veulent, voilà. Donc c'est assez variable. Ça dépend aussi de la techno, du coup, j'imagine aussi. Je suppose, on n'a pas vraiment vu de corrélation pour l'instant. Ouais. Mais voilà, mais globalement, c'est le gardien qui définit, ouais, c'est ça. Il y a eu combien de sessions qui ont eu lieu déjà depuis février? Alors c'est tout frais, mais C'est tout frais, alors il faudrait que je fasse un peu d'arithmétique. Globalement, on a une dizaine de sessions par semaine en ce OK. moment. Voilà. Donc peut-être un peu moins au début de février, mais voilà, pour Ouais. te donner un ordre d'idée. Top. Bah, bravo en tout cas pour ce joli programme. En tout cas, moi, je suis ravi de donner un petit peu d'éclairage. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'aider d'un côté ou envie de progresser sur différents sujets, si vous avez une question précise, n'hésitez pas à aller sur le Jungle Programme. On mettra bien évidemment les liens en description. Du coup, sur ces sujets de formation, comme on parle un petit peu de progression de chacun, est-ce que toi, tu aurais une ressource à conseiller à tous les auditeurs d'IFTTD qui t'a permis, toi, de progresser, que ce soit sur un sujet technique ou plus d'orga? Ça peut être un livre, une vidéo YouTube, un podcast brillant que tu connais, enfin, je sais pas, tout type de contenu qui toi, t'a aidé à progresser dans ta carrière de dev. Alors écoute, je peux partager un lien après? Ouais, bien sûr, hein. Ouais, on fera comme ça. Il y a plusieurs éléments qui me viennent en tête, mais écoute, je partagerai le lien et puis on mettra ça en Ça marche. description de On mettra ça en description. Donc, vous aurez tous les liens en description de l'épisode Avec si plaisir, vous écoutez ça en podcast ou la vidéo en replay, bien évidemment. Merci beaucoup, Louis, pour tout ça. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? espace, 2 espaces. 2 espaces. Eh ben top. Merci beaucoup, Louis. Merci Bruno. Et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Donc pour la partie podcast en tout cas, on va rester en live avec ceux qui sont en live si jamais vous avez encore des questions. Je vous remercie beaucoup du coup de participer et de propager ce podcast autour de vous. Rejoignez le Jungle Programme parce que je pense que c'est une initiative intéressante. Vous le savez, on a un métier où il faut apprendre en continu, il faut se tenir à jour et il faut surtout partager. C'est comme ça qu'on progresse et que notre communauté aussi progresse. C'est aussi le but de ce podcast, c'est partager entre nous. Donc voilà, allez vous inscrire sur Jungle Programme. Vous avez bien évidemment un lien en description de cet épisode. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io.
Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.